Salut à tous, Jérôme pour WearFPV. Après Cadix et sa technologie Ascent, on continue notre quête d'une technologie HD pas chère et performante en regardant cette fois ce qui se passe du côté de chez BetaFPV. Le constructeur s'appuie sur un nouveau protocole baptisé ArtLink et nous propose dans un premier temps un nouveau masque et un nouveau VTX HD. On va découvrir ensemble cette nouvelle solution, la comparer à ce que propose Cadix avant de passer à un test pratique pour voir comment elle se comporte en vol et pouvoir se faire un premier avis sur l'avenir de ce système. Alors, est-ce que BetaFPV a réussi à faire mieux que Cadix? La réponse dans quelques minutes. Tout au long de cette review, on fera des comparaisons avec la solution Ascent de Cadix. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à notre review du système Walksnail Ascent si vous ne l'avez pas déjà vu. Parce que ce que nous propose ici BetaFPV ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà vu chez Cadix, du moins sur le papier. Ces deux technologies sont basées sur un socle de la famille Artosyn AR803X, probablement un AR8030. En gros, c'est une puce tout en un qui intègre la radio, le modem et le processeur qui gère le protocole et le traitement vidéo. Au-delà du socle, le positionnement tarifaire sur le secteur de l'entrée de gamme est très similaire. Du côté des masques, alors chez BetaFPV, le VR04 HD dont on va parler dans quelques instants est proposé à 148$ et en France ça fait 199 € avec la batterie. Et du côté de chez Cadix, le masque Ascent est proposé à 165$ et on le trouve sur les shops en France à 169,90 €, toujours avec la batterie. Concernant les VTX, celui de chez BetaFPV dont on va reparler aussi tout à l'heure, le P1 Air Unit HD est proposé au tarif de 37$ et en France on le trouvera autour de 49 €. Et du côté de chez Cadix, le Ascent Lite, on en a déjà parlé, hein, il est proposé à un tarif de 35$ et en France on le trouve à 45 €. Donc on voit en gros chez les deux marques, le masque est systématiquement sous les 200 € et le combo caméra VTX et antenne sous les 50 €. Hein. Donc ce sont vraiment des prix qui sont dignes de ce qu'on retrouvait à l'époque de l'analogique. Avant d'aller plus loin, même si on peut se réjouir de la diversification de l'offre HD d'entrée de gamme, on ne peut que regretter que chaque constructeur fasse les choses dans son coin alors qu'ils utilisent pourtant les mêmes technologies. Comprenez donc bien que Ascent et ArtLink, même s'ils utilisent à peu près le même matériel ou en tout cas les mêmes puces, restent deux implémentations différentes et ne seront donc pas compatibles. D'ailleurs, je voudrais aborder un point un petit peu flou du marketing de BetaFPV. Sur leur site, ils tiennent un discours qui sème le doute. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, il y a un petit texte, je vais vous épargner sa lecture en anglais, on va le traduire et je vais vous lire directement la traduction. Donc ce que le site nous dit, c'est que cette solution est issue d'une communauté collaborative et ouverte. Le protocole ArtLink est un écosystème FPV collaboratif qui n'appartient pas à une seule entreprise. De nombreuses entreprises et équipes FPV conçoivent et produisent leurs propres produits basés sur le protocole ArtLink, garantissant une large compatibilité et favorisant l'essor de la communauté. Et quand on lit Open Community, notre cerveau peut comprendre open source. On leur a demandé s'il existait un dépôt public qui développait réellement le protocole ArtLink, donc si c'était eux ou une société tierce. Et on a aussi demandé s'il y avait d'autres fabricants déjà qui prévoyaient d'intégrer cette technologie. Et ils ont, je les cite, refusé de commenter et de fournir la moindre information à ce sujet. Donc concrètement, pour l'instant, on est loin d'un Express LRS du gain vidéo. Ça ressemble plutôt à une technologie qui sont prêts à licencier à d'autres constructeurs selon des modalités qui, pour le moment, sont complètement inconnues. Ça reste malgré tout une démarche plus constructive que celle de Cadix qui n'a pas cherché à amener d'autres constructeurs avec lui, même si pour le moment ses bonnes intentions restent avant tout un argument marketing. Peut-être qu'à moyen terme ça fera une réelle différence. Allez, on va passer à l'atelier pour jeter un premier coup d'œil au masque. Voici donc le VR04 HD de chez BetaFPV, donc le seul masque actuellement qui est compatible avec le système ArtLink de BetaFPV. Je vous montre déjà rapidement avant d'entrer dans le détail, je vous donne un petit aperçu global de à quoi il ressemble. Voilà, on regarde un peu sur les côtés. Et voilà, donc on a une antenne de chaque côté. Hop. Et on a aussi une batterie à l'arrière, on y reviendra tout à l'heure, qui se branche juste ici.
Et juste à côté, je vous mets le masque de chez Cadix pour le système Ascent. Bien qu'il promet les mêmes fonctionnalités que celui de chez Cadix, le VR04 HD de chez Beta FPV affiche quand même des différences majeures concernant la manière dont ces fonctionnalités sont implémentées. Le premier point, et je pense que ça ne vous aura pas échappé, c'est la taille. Le masque de Beta FPV est beaucoup plus encombrant que celui du Ascent. Il est à la fois nettement plus long et il est aussi un petit peu plus large. Donc l'inconvénient évidemment c'est qu'il sera plus difficile à ranger ou à transporter et aussi potentiellement moins agréable à porter parce qu'il y aura un peu plus de poids sur l'avant. Point positif, par contre, il est possible de porter nos lunettes de vue à l'intérieur du masque, ce qui était impossible chez Cadix. Par contre, chez Cadix, on avait la possibilité d'installer des verres correcteurs à l'intérieur du masque. Donc voilà, ce sont deux approches différentes, sauf que là, il faut payer pour avoir une correction. Là, vos lunettes de vue, vous pouvez les mettre directement à l'intérieur du masque. Là où Cadix avait fait le même choix que DJI avec une batterie déportée que en général on met dans une poche. Du côté de Beta FPV, ils ont choisi de l'intégrer à la sangle du masque, donc elle se positionne à l'arrière de la tête, sachant qu'ici une sangle crânienne vient soulager le poids porté par les sangles qui font le tour de la tête. Bon, dans l'absolu, moi ça c'est une approche qui me déplaît pas. Avec mes toutes premières DJI Google V1, j'avais fait un système pour avoir la batterie derrière la tête. Je trouvais ça pas mal parce que ça permet de compenser le poids finalement et de moins sentir le poids du masque. Et ça évite d'avoir un truc qui traîne dans une poche. Donc bon, ici il y a du pour et du contre, je pense que ça dépendra vraiment des goûts de chacun. En parlant de batterie, chez Ascent, c'est du propriétaire, c'est exactement comme chez DJI, on a une batterie autonome qui est à côté et qui se connecte sur le masque. Chez Beta FPV, par contre, ils ont fait le choix d'alimenter leur masque par deux Lion 18650 qui sont intégrés dans un petit boîtier à l'arrière du masque. Voilà. Hop, on l'a bien vu. Du coup, évidemment, c'est plus gros et c'est plus lourd, mais on a une meilleure autonomie et le remplacement des batteries quand elles sont usées est beaucoup plus simple. Donc là aussi, ce sont deux approches différentes et chacun aura sa préférence. Troisième point marquant, là où Cadix a fait le choix d'intégrer des antennes de type patch à l'intérieur même du masque. Donc vous voyez, il n'y a aucune antenne visible sur l'extérieur. Ce sont des patchs à l'avant, je crois qu'il y en a deux si je dis pas de bêtises. Du côté de Beta FPV, ils ont fait le choix de deux antennes omnidirectionnelles sur les côtés. Donc vous voyez, en plus elles sont inclinables, on peut les plier pour les ranger. Là on voit d'ailleurs que quand on veut replier l'antenne, ça bloque avec le câble d'alimentation. Donc à chaque fois qu'on voudra ranger le masque, il faudra bien débrancher le câble d'alimentation. Voilà, ça c'est pas forcément ultra bien pensé. De la même façon que pour accéder au bouton de réglage qu'on voit ici, on y reviendra tout à l'heure. Quand on porte le masque, c'est con, mais voilà, c'est pas très pratique. Je sais pas si vous le voyez bien, mais l'antenne obstrue un peu l'accès au bouton. Bon, on y arrive encore une fois, mais niveau ergonomie, je trouve que c'est légèrement perfectible, même si c'est du domaine du détail. Maintenant, au niveau de l'efficacité, j'ai pas fait de test encore vraiment de portée ou de pénétration, mais a priori, les patchs ont tendance à permettre d'aller plus loin devant. Par contre, ils sont évidemment moins efficaces si on vole derrière nous, alors que les antennes omnidirectionnelles, elles offrent une réception uniforme autour du pilote. Donc voilà, on sera capable d'aller aussi loin devant que derrière. Par contre, a priori, vers l'avant, on devrait pouvoir aller un petit peu moins loin qu'avec des patchs. Pour la suite, je vais repasser en face cam sur le PC parce que je voudrais vous montrer quelques images pour expliquer certains points. Mais juste avant, je vais porter les deux masques pour que vous voyez à peu près ce que ça donne sur ma tête. Donc d'abord avec le masque Cadix pour l'Ascent. Voilà, de face que ça donne. De côté, de face, de l'autre côté. Et maintenant avec le VR04 HD de Beta FPV. De face, de côté, de l'autre côté. Et voilà. Concernant maintenant les caractéristiques identiques entre ces deux masques, ils disposent tous les deux d'un écran de 4,5 pouces en 1080p capable de monter jusqu'à 60 Hz. Tous les deux peuvent être alimentés en 2 à 6 AS. Ils disposent d'un port de carte SD pour pouvoir enregistrer les DVR sur le masque. Ils ont les mêmes boutons, donc il y a un petit bouton 5D pour se balader dans les menus. Donc 5D parce qu'il y a 4 directions et il est cliquable. C'est pareil que chez DJI. On retrouve aussi un bouton pour revenir en arrière et un bouton pour déclencher et arrêter l'enregistrement,
même si évidemment ça peut se faire automatiquement. Et enfin, ces deux masques disposent d'un port USB-C. Parlons maintenant d'un point absolument critique, mais qui reste quand même très subjectif, c'est le confort. Le masque Ascent était quand même assez catastrophique sur ce point-là, avec une faceplate qui était super dure, qui faisait mal au nez et qui laissait passer la lumière. Concernant le masque VR04 HD de Beta FPV, la mousse de la faceplate est un petit peu plus moelleuse que le masque d'Ascent. Malheureusement, hein, une fois sur le nez, c'est pareil, voire pire, on a toujours des douleurs et des entrées de lumière. Au-delà vraiment de la douleur, l'écran de ce masque, ou du moins son reflet, parce qu'il y a un miroir au fond, ce miroir, il n'est pas tout à fait vertical, enfin il n'est pas tout à fait à 90 degrés, il est plutôt orienté un peu comme ça. Et du coup, pour pouvoir vraiment bien le voir et bien voir le bas, on est obligé en fait de mettre le masque vraiment au bout du nez pour essayer de le redresser un peu plus à 90 degrés. Vous voyez, il est un peu penché comme ça. Et en descendant sur le bout du nez, ça permet de le redresser, voilà, pour qu'il soit vraiment en face des yeux. Et là, du coup, ça fait vraiment très très mal au bout du nez. Alors c'est un problème qu'on leur a remonté. Ils étaient déjà au courant et ils nous ont dit qu'ils étaient en train de travailler déjà sur une nouvelle faceplate, parce que la faceplate est scratchable. C'est le cas aussi sur le masque Ascent de chez Cadix. Dans les deux cas, la faceplate est scratchable, donc elle peut être remplacée. Donc voilà, ils connaissent le problème et a priori, ils sont en train d'essayer de trouver une solution. Pour rester sur le domaine du subjectif, je trouve que les finitions du masque Ascent sont un peu plus rassurantes. Le VR04 HD fait peut-être un petit peu plus cheap à mon goût. Concernant l'écran du masque de chez Beta FPV, je trouve peut-être un petit peu plus terne, un petit peu moins éclatant que celui de chez Cadix. Bon, là encore une fois, c'est très subjectif. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est une espèce de phénomène de ghosting. Tout paraît légèrement dédoublé. Alors je pensais au début que ça venait de mes yeux, mais même en photo assez flagrant. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite. Donc ça, c'est une photo de, je l'ai pris avec mon téléphone, de l'intérieur du masque, de l'écran, et vous voyez, hein, il y a un effet de ghosting. Je pense que ça vient du miroir, à mon avis, hein, ce phénomène-là. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'il y ait un miroir dans le masque de chez Cadix, ça va être pour ça qu'il est plus compact. Mais là, vous voyez, on a quand même un effet assez dégueulasse. C'est assez embêtant. Bon, ça reste sur les menus, sur les lettres. En vol, ça m'a pas du tout marqué. Mais malgré tout, ce phénomène est là. Et voilà, j'ai quand même du coup une petite préférence pour le rendu, en tout cas qu'on a avec le masque de chez Cadix. Tant que je suis sur les photos, quand j'ai allumé le masque, j'ai eu la bonne surprise de voir qu'il était en chinois. Donc tout était en chinois. Donc si vous avez le même problème que moi, voilà, je vous montre le chemin pour le repasser en anglais. En fait, c'est pas si difficile à trouver, hein, faut juste parcourir les menus. Et donc c'est sur la deuxième entrée du premier menu, ensuite sur la troisième entrée du second menu. Et là vous voyez le menu de langue, et c'est marqué language, hein, donc on le repère quand même assez facilement. Et ici vous pourrez rebasculer en anglais. On a donc affaire à deux approches différentes. Dans l'absolu, il est difficile de dire laquelle est meilleure parce que ça reste très personnel. Pour ma part, j'ai quand même une nette préférence pour le masque de chez Cadix, donc le masque pour la technologie Ascent, qui est vraiment plus compact, un petit peu mieux fini, un peu moins inconfortable. On va pas parler de confort, mais il est un peu moins inconfortable et avec un écran qui me semble meilleur, quitte à du coup devoir commander des verres correcteurs dédiés si vous avez besoin d'une correction, vu qu'on ne peut pas porter des lunettes dans le masque de chez Cadix. Même si malgré tout, hein, c'est vrai que le VR04 HD2 Beta FPV a quelques arguments intéressants, comme la compatibilité avec les lunettes de vue, l'utilisation de batteries Li-ion 18650 qu'on peut trouver partout et qui sont facilement remplaçables. Il y a aussi une sangle de tête donc supplémentaire, ça peut aider à soulager le poids du masque sur la tête. Et bon, en tout cas, voilà, moi, en l'état, ce masque ne me convient pas du tout. Peut-être que quand Beta FPV sortira une nouvelle faceplate, le principal problème de ce masque, donc le confort, sera à peu près réglé. Passons au VTX. Comme il est monté dans une de mes machines, on ne va pas passer à l'atelier. Je vous ai fait des photos, ça sera beaucoup plus clair. On verra ça dans quelques instants. Mais juste avant, on va passer en revue un petit tableau récapitulatif que je vous ai préparé pour bien visualiser les points communs et les différences entre le VTX de chez Beta FPV et le VTX de chez Cadix. Donc pour le prix, on en a déjà parlé, hein, les deux sont sous la barre des 50 € avec un petit avantage pour le Ascent Lite hein, qui est à 44,90 € en France, alors que le P1 Air Unit HD se trouvera autour de 49,90 €.
Au niveau du form factor, donc les deux sont en 25.5 x 25.5, sachant que côté Ascent Lite, il y a des trous qui sont en 20 par 20. Alors, j'ai pas vérifié, mais bon, il y a des trous intérieurs au 25 par 25, donc j'imagine que c'est pour un éventuel montage en 20 par 20. Pour le poids, c'est similaire, on est autour de 6 grammes, un tout petit peu au-dessus, mais voilà, on est quand même dans les 6 grammes. Les deux sont équipés d'un connecteur pour un port USB déporté, donc il n'y a pas de port USB intégré directement sur le VTX, mais on peut brancher via un petit connecteur un port USB déporté. Du côté de chez Ascent Lite, il est fourni. Par contre, du côté du VTX de chez BetaFPV, il n'est pas fourni. Alors, pas de panique, hein. Je me suis dit comment est-ce qu'on fait les mises à jour. En fait, d'après la doc, pour l'instant, j'ai pas reçu de mise à jour, donc j'ai pas été confronté à ce problème, mais les mises à jour du VTX se feront a priori sans fil par intermédiaire du masque. Concernant la connexion du VTX à l'AFC, du côté du Ascent Lite, on a 4 pads, donc à souder, c'est un UART en 4 pins, et du côté de chez BetaFPV, on a un connecteur 6 pins, mais si on préfère utiliser des pads, sachez que les pads sont aussi disponibles, mais il faudra arracher le connecteur. Côté alimentation, le P1 de BetaFPV s'alimente uniquement en 5 volts, alors que l'Ascent Lite prend du 1 à 3S, donc de 3 volts jusqu'à 12,6 volts. Au niveau de la puissance d'émission, là aussi il y a une différence importante. Les deux sont au minimum évidemment à 25 mW. Concernant la puissance maximale, là où Ascent était limité à 100 mW, chez BetaFPV on peut monter jusqu'à 200 mW. Pour la résolution, pareil, le maximum c'est du 1080p. Au niveau des FPS, on est sur 60 FPS, pareil pour les deux VTX. Pour le débit, c'est pareil, c'est très similaire. J'ai mis entre 20 et 25 pour les deux parce que c'est pas très clair. Selon qu'on lit la fiche technique, qu'on lit le manuel, qu'on regarde ce qui est affiché dans le masque, des fois c'est 20, des fois c'est 24, des fois c'est 25. Bon, en tout cas, ça se trouve dans cette zone-là. Et pour les deux VTX, c'est similaire. Autre point très important, et il y a une différence très importante en tout cas sur le papier, c'est concernant la latence. Du côté du Ascent Lite, Cadix annonce 35 millisecondes et du côté de chez BetaFPV, ils annoncent 60 millisecondes. Pour la taille du capteur, c'est là par contre c'est très similaire, hein. Je ne sais même pas comment lire ça en pouces, un 2,9e pour BetaFPV et un tout petit peu plus grand du côté de chez Cadix, mais c'est vraiment dans un mouchoir de poche. Pour se donner une idée, le capteur de Duo4 Lite, c'est du 1,5 et il est quasiment 2 fois plus grand hein, que ces capteurs-là. C'est aussi pour la raison pour laquelle d'ailleurs le FOV du Duo4 Lite est aussi foireux, alors que là on voit qu'avec un capteur plus petit et du coup une lentille de taille normale, ils arrivent à obtenir un FOV beaucoup plus grand. Du côté de BetaFPV, ils annoncent 170 degrés et du côté du Ascent Lite, c'est 147 degrés. Là encore, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est des informations sur le papier. On verra concrètement ce que ça donne dans la pratique. Au niveau du format natif du capteur, les deux sont en 16/9. Et pareil, les deux sont compatibles avec le Canvas Mode. Donc là-dessus, dans les deux cas, j'ai eu aucun souci. La config de mon OSD que j'utilisais avec le 4 Lite avant, elle a marché direct avec ces deux VTX. Au-delà de ce face-à-face, j'ai quand même quelques remarques spécifiques à ajouter. Donc j'en ai parlé il y a quelques instants hein, au niveau du flash. Ça se fait depuis le masque hein, en BetaFPV, alors que pour chez Cadix, on fait ça en branchant le VTX en USB avec un petit logiciel qui est fourni par Cadix. Alors j'ai eu une toute petite frayeur la première fois que j'allumais le VTX et les lunettes. L'image que je voyais était à l'envers, en tout cas en orientant la caméra comme j'ai l'habitude de le faire avec le câble qui sort par le haut hein, parce qu'en général vu que la caméra est tiltée hein, vers l'arrière, c'est quand même plus sympa d'avoir le câble coaxial qui sort par le haut. L'image était à l'envers, donc je me suis dit merde, c'est un peu con. Finalement il n'y a pas de souci hein, quand vous allez dans les menus de la caméra sur les lunettes, vous pouvez retourner l'image, donc ce point là n'est pas un problème. Donc ici vous retrouvez le fameux connecteur 6 pins qui part vers l'AFC, donc vous retrouvez un plus, donc un 5 volts, un ground, un RX, un TX, un autre ground en théorie. Et ici, on en parlera tout à l'heure, mais c'est un câble bidon qui ne sert à rien. Si vous préférez utiliser les pads plutôt que le connecteur, ce qui est mon cas, vous voyez sous le connecteur, en fait, vous retrouvez 4 pads. Donc là, votre seule option, hein, c'est d'arracher ce connecteur pour pouvoir accéder au pad. Bon, ça se fait assez bien. Moi, je l'ai fait avec, j'ai glissé une petite lame en dessous. J'ai légèrement fait levier. Ça a fini par se barrer assez facilement. J'ai fini un peu à la pince, là, les côtés. Et à force, après, de tordre dans tous les sens le connecteur, il a fini par partir.
Et voilà, on obtient quelque chose de finalement assez propre. Voilà ce que ça donne. Il y a deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est qu'on voit un pad power, on voit un RX, un TX, et on voit pas de ground. Donc ça, c'est quand même un peu couillon. Et par contre, ici, on voit un S-Bus. Alors, je me suis demandé s'il y avait un RX caché dans ce VTX. Alors, on a posé la question à Beta FPV. Ils nous ont répondu que c'était pas le cas et que c'était un pad qui sert à rien. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'ils peuvent en parler? J'en sais rien. En tout cas, leur réponse officielle, c'est que ce pad ne sert à rien. Du coup, on peut vraiment se demander pourquoi ils n'ont pas utilisé ce pad qui sert à rien pour mettre un ground, hein, ça aurait été un peu plus propre. Du coup, c'est pas hyper gênant hein, parce que des grounds, il y en a partout hein, sur la carte. Enfin, il y a plein de points où il y a des grounds. Il suffit de prendre un voltmètre et de mesurer. Pour le coup, hein, moi je me suis soudé ici, vu que le connecteur était soudé du coup là-dessus. Donc il fait grande hein, évidemment, là aussi c'est un grand, là aussi je crois. Il y a des points où c'est même marqué grande un peu plus haut. Voilà, on a un grand là. Bon, on a un petit peu partout hein, quand on teste au voltmètre. Bon, en tout cas, j'ai du mal à comprendre ici pourquoi avoir mis un S-Bus qui sert à rien alors que un grand ça aurait été un peu plus propre. Donc voilà, comme je vous disais, hein, j'ai soudé sur les trois pads ici et mon grand là j'ai mis sur la tâche du connecteur. Un autre point qui m'a un tout petit peu gêné comparé au Ascent Lite, c'est que l'antenne et le câble coaxial sont un peu plus courts. Chez Cadix, on avait un peu plus de marge pour l'antenne et pour le câble coaxial. Du coup là, on n'a pas trop le choix hein, concernant l'orientation du VTX. On est obligé quasiment de le monter dans ce sens-là hein, pour que le connecteur de l'antenne ne soit pas trop loin de l'arrière du bus. Autre petit détail, encore une fois, là on est sur des choses qui sont pas très importantes mais qui méritent quand même d'être signalées, c'est que cette carte, ce VTX, même si il est pas très volumineux, malgré tout il prend pas mal de place en hauteur parce qu'ils ont eu la grande idée de mettre l'antenne et le connecteur coaxial sur le dessus, alors que les connecteurs ici pour un port USB-C déporté et pour le connecteur 2 vers l'AFC sont sur le dessous. Donc au final, tout ça, ça prend pas mal de place et vous voyez, moi pour pas que ça ait touché sur ma FC IO en dessous, donc en plus j'ai un petit bouton juste ici, j'étais obligé de rajouter des petites rondelles pour surélever le VTX. Donc voilà, c'est quand même un petit peu dommage. Je pense que le VTX aurait pu être un tout petit peu plus optimisé. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le capteur de la caméra étant en 16/9, malgré tout, on a quand même une option pour passer en 4/3 dans le masque. Et je crois pas que c'était le cas chez Cadix, en tout cas pas sur la dernière version que j'ai testée, il me semble. Là, on peut effectivement passer en 4/3, sauf qu'en réalité, le 4/3 fait que cropper dans le 16/9. Donc on ne gagne pas en hauteur et on perd en largeur, donc ça n'a absolument aucun intérêt. En termes d'ergonomie et de facilité de montage, je donne un léger avantage à Cadix et son Ascent Lite. Le VTX est un petit peu moins encombrant en hauteur. Les pads, le connecteur d'antenne et le connecteur du câble coaxial sont du même côté, donc ça permet de gagner en finesse. Et en plus, l'antenne et le câble coaxial sont un petit peu plus longs. Pour moi, ça simplifie un petit peu la vie. Pour le reste, sur le papier, et j'insiste vraiment sur l'expression sur le papier, le match est serré. D'un côté, on a une large plage d'alimentation et une faible latence du côté de chez Ascent, contre le double en puissance et un FOV nettement plus grand du côté de chez Beta FPV. On ne va pas se mentir, les 60 millisecondes de latence annoncé chez Beta FPV face aux 35 millisecondes chez Cadix, ça ne nous rassurait pas du tout, au point d'ailleurs hein, qu'on avait décliné cette review à cause de ce point particulier. Mais entre la théorie et la pratique, on est parfois étonné. Pour la review sur le système Ascent, j'avais converti un de mes deux Geno Pocket qui était sous Cat Lite. Donc voilà, il était passé sur Ascent. Là du coup, j'ai basculé le second sur Archlink, donc de Beta FPV. Alors clairement, hein, le Geno Pocket, je trouve que c'est un format qui est vraiment parfait pour ces deux VTX. Je vais les garder comme ça pour voir l'évolution de ces deux systèmes au fil des mises à jour et pouvoir faire davantage de comparaisons. Mon Cat Lite, quant à lui, il atterrira bientôt dans un Geno Pocket V2. On bosse dessus depuis un petit moment et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, peut-être que je vous mettrai en guise de teaser un premier petit rendu 3D, on verra au montage. Je vous lance donc un premier DVR de quelques tours dans mon garage, hein, c'est ce que j'avais fait avec le Ascent Lite au moment de la review. Alors pour rappel, hein, et comme avec le Ascent Lite, le VTX n'embarque pas de DVR, donc ce que vous voyez là vient directement des lunettes.
Et ensuite, je vais vous passer une petite minute de freestyle pour que vous fassiez une idée un petit peu plus précise déjà du rendu de la caméra, mais aussi de la manière dont on peut piloter avec ce protocole. Donc ça va vous donner peut-être des indices concernant la latence et la fluidité du système. Et je vous reprendrai juste après pour débriefer tout ça. Donc là, quand on regarde les DVR, c'est plutôt correct, hein, c'est assez similaire à ce qu'on a vu chez Cadix. Comme les specs l'indiquaient, j'ai eu l'impression que le fauve était vraiment plus grand chez Beta FPV, mais finalement, je pense que ça relève plus de l'impression que de la réalité, hein, malgré ce qu'annonçaient les specs. Je vais vous montrer tout de suite un face-à-face, sera plus clair. Donc là, vous avez à gauche une capture d'écran d'un DVR Walksnail Ascent Lite et à droite une capture d'écran du Beta FPV P1 Air Unit HD. Alors les deux quads étaient à peu près au même endroit. Alors c'est possible que sur le Beta FPV il était un tout petit peu plus avancé ou que la caméra était un petit peu plus tiltée vers le haut. Mais bon voilà, c'est quand même très similaire. Voilà, en termes de cadrage. Donc si on regarde, hein, vous voyez la voiture sur le côté, c'est quasiment pareil. Ici sur la partie droite, on voit quasiment la même chose, hein. On voit quasiment, en tout cas sur le FOV en largeur, c'est quasiment le même. Et sur la hauteur, c'est pareil, c'est très proche. On en a un petit peu plus même du côté du Ascent Lite, hein, qui est censé avoir un FOV je sais plus, de 143 ou 147 degrés contre 170 pour Beta FPV. Bon là, le drone est peut-être un tout petit peu avancé ou la caméra tiltée, donc je pense que ça explique la différence. En vrai, hein, je pense que le FOV, malgré ce qui est indiqué sur les fiches produits, est quasiment identique entre les deux, hein. Et d'ailleurs, j'avais l'impression qu'il y avait un peu plus d'effets fisheye ou de déformation chez Beta FPV. Et finalement, on voit, hein, que la déformation, elle est quasiment identique, hein, des deux côtés. Voilà. Donc niveau FOV, on voit les courbures, hein, c'est peut-être finalement c'est presque plus déformé du côté de chez Cadix. Bon, en tout cas voilà, faut pas forcément se fier du coup à ce que disaient les specs, hein. Au niveau du FOV, c'est pratiquement la même chose. Concernant la qualité, c'est pareil, les deux sont plutôt beaux. Alors là, l'image est fixe, hein, donc c'est pas forcément représentatif de la qualité réelle du système. En plus, je crois que j'avais la réduction du bruit qui était activée côté Ascent, alors que je l'avais coupé directement sur le P1 Air Unit de Beta FPV. En tout cas, ça paraît quand même un peu plus fin, un peu plus détaillé chez Beta FPV. Vous voyez les voitures au fond. Ouais, hop, dézoomer, hop. C'est peut-être un peu plus flou. Voilà, en tout cas, dans les deux cas, on a une image qui est quand même très propre. Évidemment, on n'a pas de glitch parce qu'on est en HD. Et franchement, pour voler, non, franchement, ça va bien. Voilà, j'ai été agréablement surpris sur la qualité d'image, hein, de ces deux systèmes. Mais toutes ces remarques portaient spécifiquement sur les DVR. Si vous vous rappelez notre review du Ascent, les DVR étaient très bien, mais en vol, on avait été assez contrarié par la fluidité affichée dans le masque, hein, avec pas mal de pertes de frame en permanence. Alors des fois, c'était
plus fort qu'à d'autres moments, mais en permanence, on sentait quand même une perte de frame. Alors si on cruisait tranquillement, franchement, ça c'était pas gênant, c'était même au début, on s'en est pas rendu compte quand on était avec le petit Protos. Mais par contre, une fois qu'on l'avait monté sur un Geno Pocket et qu'on a commencé à accélérer, bah là, la perte de frame était vraiment flagrante. Sauf Jérémy, lui qui avait directement détecté les pertes de frame avec le Protos, même en allant relativement tranquillement, quoique lui, il a peut-être un peu plus poussé le Protos que nous. Mais une fois en tout cas passé sur un Geno Pocket, là, pour moi, c'était flagrant aussi. Les pertes de frame se ressentaient vraiment. Alors des fois c'est variable, des fois on le sent un petit peu moins, mais malgré tout on sent toujours qu'il y a un problème de fluidité. L'image elle déroule pas comme elle devrait. Et surtout quand on repasse juste après sur un Hawk Light, on voit que la différence elle est phénoménale. Et c'est ça au final qui nous avait vraiment déçus sur le Ascent Lite. On a bon espoir qui travaille ça et qui le corrige. Et concernant la latence, finalement c'était un problème qui était un peu secondaire parce qu'on arrivait à s'y habituer. Malgré tout elle était perceptible, mais on arrivait à s'en accommoder en anticipant, on arrivait à piloter à peu près convenablement, même si la sensation de latence était toujours un petit peu là. Alors qu'en est-il de la solution Arctic de Beta FPV avec ses 60 millisecondes annoncées? Eh bien contre toute attente, c'est beaucoup mieux. Alors non seulement les pertes de frame sont beaucoup plus anecdotiques, je dis pas que ça arrive pas, mais pendant le vol ça va arriver 2-3 fois qu'on sent qu'il y a une petite frame qui saute, mais c'est pas du tout gênant comme chez Cadix où c'était quasiment permanent pendant tout le vol. Et surtout, et ça c'est la grosse surprise, la latence, en tout cas le ressenti, est bien meilleur sur la solution Arctic de Beta FPV, alors que pourtant, encore une fois, Cadix annonçait 35 millisecondes de latence sur son Ascent Lite, alors que Beta FPV annonçait 60 millisecondes. Et au final, c'est beaucoup plus agréable chez Beta FPV. Alors je dis pas que la latence, on la sent pas du tout, elle est un petit peu là, on la sent quand même, mais pour le coup c'est très très léger et on l'oublie et on s'y habitue, alors que chez Cadix, on arrivait à faire avec, mais on la sentait tout le temps. Donc là, franchement, avec le système de Beta FPV, finalement, je trouve que le ressenti en termes de fluidité et de latence est très très proche des 60 fps qu'on peut avoir chez DJI. Concernant la qualité du retour FPV dans le masque, donc là on laisse de côté vraiment le confort, mais vraiment en termes de qualité d'image, finalement ça rejoint ce que je disais tout à l'heure avec le DVR, c'est très propre, tout a marché du premier coup, l'OSD était bien là. Donc au final, on allait à reculons, mais ce système, finalement, c'est quand même plutôt une bonne surprise. Le vrai problème aujourd'hui de la solution HD de chez Beta FPV, c'est clairement son masque, et éventuellement le VTX qui aurait pu être un tout petit peu mieux pensé. Voilà pour ce premier aperçu. On aura l'occasion de confronter davantage ces deux technologies dans l'année à venir, notamment concernant les problématiques de portée et de pénétration du signal. Petit complément d'information, après avoir un petit peu plus volé avec le système, alors même si le masque reste encombrant, c'est quand même appréciable de pouvoir l'utiliser avec des lunettes de vue et en ne serrant pas trop les sangles, on arrive à le positionner sans avoir trop mal donné. Donc c'est loin d'être parfait, mais ça fait quand même l'affaire. Une autre fonctionnalité intéressante que j'avais oublié de mentionner, c'est que le masque indique la distance à laquelle se trouve le drone et c'est étonnamment précis, donc ça c'est un petit plus. Pour conclure, vous l'aurez compris, on est dans une situation un petit peu particulière. D'un côté, chez Cadix, avec son Walksnail Ascent, on a un matériel qui est plutôt bien pensé, même si le confort du masque n'est pas parfait et qu'il n'est pas compatible avec les lunettes de vue, on doit pouvoir s'en accommoder et installer des corrections directement dans le masque. Par contre, le gros point noir, c'est le lien vidéo qui est pour le moment pas encore satisfaisant. De l'autre côté, on a Beta FPV qui pêche avec un matériel dont l'ergonomie n'est pas encore tout à fait au niveau, en particulier avec un masque qui reste très imposant et qui est assez douloureux à porter. Par contre, le lien vidéo est vraiment très bon. La solution qui me semble le plus pérenne actuellement, c'est le Arclink de Beta FPV grâce à ses performances et aussi son potentiel d'ouverture, même si pour l'instant, ça reste à l'état de concept marketing. Donc pour le moment, on reste frileux à le conseiller, mais rien qu'une nouvelle faceplate pour le masque qui serait plus confortable pourrait changer la donne en atténuant son principal défaut. Et voilà, il nous disait qu'il travaillait dessus, donc gardons l'espoir, ça va peut-être arriver très bientôt. Second complément, avec un petit peu plus de recul, pour moi, Arclink est la meilleure solution HD dans la gamme actuellement. La latence, même si elle reste perceptible, on s'en accommode et ça n'empêche pas de prendre du plaisir au pilotage. Et concernant le masque, malgré tous ses défauts, il fait quand même le boulot. Évidemment, ce n'est pas comparable à un Aerionit Hawk Light avec un lens mode O3, avec un capteur 2 fois plus grand, un DVR 4K embarqué, de la stabilisation et qui en plus supporte les 100 fps en 1080p, mais qui est évidemment
notamment entre 2 et 3 fois plus cher. La bonne nouvelle qui émerge de cette review, et c'est peut-être ça le plus important, c'est qu'on sait maintenant qu'il est possible de proposer une vraie solution HD d'entrée de gamme qui est véritablement utilisable avec des performances tout à fait correctes grâce au SoC Artosyn. On l'avait pressenti et ça semble se confirmer, la démocratisation de la HD avec des prix comparables à l'analogique sera certainement le sujet brûlant de 2026 pour notre hobby. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui nous a poussé à travailler sur une V2 du Geno Pocket parce que c'est le genre de setup qui peut être idéal pour débuter en FPV. Mais de toute façon, on vous en reparle bientôt sur la chaîne. Comme d'habitude, si notre contenu vous plaît, pensez à nous laisser un petit pouce et même idéalement un commentaire parce que ce sont vos retours qui nous motivent à continuer. Et évidemment, n'oubliez pas d'activer l'abonnement pour ne pas manquer les prochaines vidéos. A bientôt, c'était Jérôme pour We Are FPV.